Bien, merci mon père, merci à la paroisse d'Amboise de nous accueillir aujourd'hui, de me donner l'occasion de parler d'un sujet pour lequel j'espère vous faire partager une partie de ma passion, de notre passion, de l'association Montrons-nous ton visage. Je commence par cette toute petite page de publicité. Donc cette association, comme vous l'a dit le père à l'instant, a été fondée par Monseigneur Thomas, évêque honoraire d'Ajaccio puis de Versailles, il y a plus de 40 ans. Et elle a conservé depuis le même objectif de connaissance, au double sens de mieux connaître et de mieux faire connaître, et de contemplation du linceul. Cette association fonctionne avec, vous voyez, des panneaux d'exposition, des conférences, un site, des revues. Vous pourrez voir à la fin de la conférence, si vous voulez, quelques exemplaires de revues, des bulletins d'adhésion, qui sont également accessibles. Vous en aurez aussi sur le site. Voilà, donc j'en dis pas plus. Simplement que dans ce double objectif, comme on vient de vous le dire, moi je suis de formation scientifique, je suis donc chirurgien militaire. J'ai connu beaucoup de situations d'exception et de situations de traumatisme, de mort violente. C'est une des façons qui explique mon abord du linceul sur l'aspect médico-légal. Et j'ai du mal, à titre personnel, à mélanger l'abord scientifique du linceul avec l'abord contemplatif. Et donc ce soir, je me limiterai à l'objectif d'essayer de voir avec vous si le linceul est un témoin digne de foi, si c'est un objet qui mérite notre attention, ou si c'est, comme on le dit assez souvent, un faux habile, ou si c'est une relique qui n'a pas. Je prends un exemple tout simple. J'ai un ami intime depuis 40 ans qui est évêque actuellement, à qui j'ai proposé des conférences dans son diocèse. Sa réponse du tac au tac a été « je n'ai pas besoin du linceul pour croire ». Je lui ai dit « tu me rassures, Monseigneur, mais ça n'empêche que ça peut être intéressant ». Donc ce soir, on abordera, si vous voulez, j'aborderai essentiellement l'aspect un peu scientifique de qu'est-ce que le linceul de Turin et ce que c'est que cet objet. Et donc, on est bien d'accord sur la... Plus près? Comme ça? J'ai l'impression que ça résonne beaucoup, non? Ça va? Ok. Donc, quand on parle du linceul de Turin, on parle de cette longue pièce de tissu ancien, en lin, de 4,40 m de long sur 1,10 m de large, 1,13 m de large, qui est conservé à Turin et qui porte la double empreinte de face et de dos d'un homme qu'on nous dit être de type syro-palestinien, qui fait à peu près 1,80 m, un peu moins d'1,80 m selon les estimations, 70-80 kg, qui est de forte stature, qui est porteur de grands cheveux, d'une barbe, qui a même une natte, les cheveux forment une natte à l'arrière, qui est entièrement nu, les mains croisées devant le pubis, les genoux sont pliés, la tête est fléchie, et il y a sur le linceul un certain nombre de marques qui peuvent être, et on verra ce qu'il en est, les stigmates d'un long supplice. Le linceul, c'est donc une pièce dans le rite funéraire juif du 1er siècle tout à fait classique. On allonge le cadavre sur la moitié du linge, dont on rabat la partie antérieure, ce qui explique, ça n'explique pas comment l'empreinte s'est formée, mais ça explique la position tête-bêche des deux empreintes. L'usage a consacré le terme de Saint-Suaire de Turin. On parle du Saint-Suaire de Turin, mais il s'agit bien d'un linceul. Quand on parle d'un suaire, on évoque la sueur, on pense à un mouchoir, on pense à une serviette. Vous avez par exemple le suaire d'Oviedo, qui est un linge qui a de grands atouts d'authenticité également. Et vous voyez le suaire d'Oviedo qui aurait été posé sur la tête du Christ en croix, pendant qu'il était encore en croix, à une proportion qui est bien différente, beaucoup plus petite que celle du linceul. Dans les deux cas de ces deux reliques, qui sont bien différentes, mais on parlera aujourd'hui du linceul de Turin, donc la question est son authenticité. De tout temps, l'Église a vénéré cette relique comme l'une des plus estimables, l'une des plus extraordinaires des reliques connues, mais jamais l'Église ne s'est prononcée sur son authenticité. Et d'ailleurs, quand on interroge l'homme de la rue, et même l'homme qui sort de la paroisse, et même une partie du clergé, quand on demande aux gens ce qu'il en est du soir de Turin, il y a une des rares choses sur lesquelles presque tout le monde est d'accord, c'est que le Carbone 14 a décidé une bonne fois pour toutes qu'il s'agissait d'un linge médiéval et que donc, regrettable ou non, il ne s'agit pas du linceul de Christ, mais d'une reproduction datant du Moyen-Âge. Et ceci correspond bien au fait que
lorsque le linge apparaît dans l'histoire, en 1353, chez le chevalier Geoffroy de Charny, le propriétaire lui-même ne peut pas expliquer, enfin ne dit jamais, ne donne jamais l'origine du linge qu'il possède, que son évêque, du moins l'évêque de son fils un petit peu plus tard, proteste hautement auprès de Rome en disant on connaît le faussaire et c'est pas normal, il faut arrêter ça. Et donc le mémoire de l'évêque de Troyes qui dénonce le faux, et puis donc ce fameux Carbone 14 qui confirme la même date. Alors, on s'arrête là ou on continue? Vous pensez bien que si on fait la conférence, c'est qu'il y a d'autres façons d'aborder les choses, et j'aimerais qu'on, contrairement à ce que je faisais pendant longtemps, à dire le Carbone 14, le problème est réglé, j'aimerais qu'on commence par là, pour qu'on essaie un petit peu de voir la question du Carbone 14, de régler ça, et après d'être un petit peu plus serein sur l'étude du linceul. Donc sur le Carbone 14, vous savez tous comment ça marche, on va faire comme si on ne s'en souvenait pas bien, mais le principe c'est, dans l'atmosphère, vous avez bien sûr du carbone, le carbone 12, celui qui est contenu en particulier dans le fameux CO2 dont on nous rabâche les oreilles, et puis dans la haute atmosphère, vous avez des atomes d'azote qui subissent un bombardement des rayons cosmiques, des rayons du Soleil régulièrement, et qui sont transformés par ce bombardement cosmique en carbone 14, c'est-à-dire que le noyau d'atomes d'azote forme un noyau d'atomes de carbone qui n'est pas naturel, le carbone est 12 et non pas 14, et n'étant pas naturel, qui est instable, c'est-à-dire radioactif. Il est radioactif, ça veut dire qu'il disparaît progressivement. Si vous avez 100 grammes de carbone 14, au bout de 5734 ans, il n'en reste que 50 grammes. Au bout de 5734 autres années, il n'en reste que 25 grammes. Bref, il descend très doucement dans sa proportion, dans sa quantité, mais comme il est produit en permanence, il se fait un équilibre où il y a dans l'atmosphère, vous voyez, une quantité très petite, mais à peu près constante, à peu près exacte de carbone 14 à l'intérieur du carbone 12. Et quand on dit dans l'atmosphère, on dit donc tout ce qui échange avec l'atmosphère, tout ce qui respire, tout le monde végétal, tout le monde animal, vous, moi, nous avons tous cette proportion de carbone 14 à l'intérieur du corps par rapport au carbone 12, aussi longtemps qu'on respire. Le jour où la respiration s'arrête, le jour de la mort, le jour où on récolte le lin, le jour où la plante ne vit plus, il n'y a plus d'échange, le carbone 12 reste présent, le carbone 14 diminue, et il suffit, c'est techniquement compliqué, mais il suffit de doser ce qu'il reste de carbone 14 pour savoir depuis combien de temps la diminution existe et depuis combien de temps la mort est survenue, et donc dans le cas d'un tissu, depuis combien de temps la récolte du lin a été faite. Donc ça c'est le principe. La méthode a des limites, il y a des variations dans le temps, mais en principe elles sont connues, on en tient compte. Il y a surtout des phénomènes de pollution pour le tissu, c'est compliqué. Pollution parce qu'on touche, parce que le tissu est manipulé, en particulier là où le prélèvement a été fait. Si on le voit sur le linge là-bas, c'est la partie en haut à gauche. Oui, je montre ici, là, c'est l'endroit par lequel le linge a été souvent tenu, manipulé. Il y a des pollutions par des champignons, des bactéries, ce qu'on appelle les matériaux bioplastiques. Mais tout ça, normalement, est pris en compte. Il y a des nettoyages qui sont faits, etc. Il y a aussi des erreurs célèbres. Il y a par exemple un corps viking, c'était dans les années 80, je crois, qui a été daté de 2020. En 80, il y a eu des peintures rupestres avec des erreurs de 10 000 ans. Personne n'a contesté l'existence du corps viking à ce moment-là. On a essayé de comprendre pourquoi, mais il y a quelques erreurs un peu énormes. Bref, le résultat du carbone 14, quand il est survenu, ça a été un pavé dans la mare. Et il y a eu énormément de travaux, d'études sur les conditions du prélèvement, le pesage, les conditions de l'analyse, les conditions du secret, les échanges d'informations, beaucoup de choses. Si ça vous intéresse, vous trouverez dans les revues un détail de mon prédécesseur sur les carbone 14, qui est très complet, qui explique bien tout ce qui s'est passé. C'est long, c'est compliqué. La seule chose à retenir, c'est que même en mettant toutes les erreurs les unes derrière les autres, on n'arrive pas à 14 siècles de différence. On peut dire qu'il y avait des erreurs, des imperfections dans l'analyse, mais ça ne change pas. Disons, si ça peut être du 14e, ça peut être du 11e, du 12e, ça ne change pas fondamentalement les choses. Et donc les résultats, les voilà. Les prélèvements avaient été confiés à 3 laboratoires et qui ont annoncé, donc à grand renfort de médias, il faut reconnaître, une discrétion, pas une très grande discrétion, ce résultat en disant voilà, on n'en parle plus, c'est le plus grand faux de l'histoire. Avec probabilité, ça veut dire qu'il y a 95 chances
sur 100 que les laboratoires ont analysé le même tissu avec un résultat qui est homogène. Il y a quand même quelque chose qui n'avait pas échappé dès le début aux spécialistes, c'est que vous avez ici, quand on met une fourchette de date, ça veut dire que Zurich s'engage à dire on a coupé le lin entre 1288 et 1336. Arizona dit ça, bon, allez, petite erreur, on peut admettre, mais Oxford est carrément en dehors de la fourchette. Il trouve une fourchette de date qui est carrément différente. Et ça, c'est la moyenne des trois, et ça, par contre, on n'a pas le droit de le faire, sauf à dire que c'est plus 95, mais 5% de chance que le tissu soit homogène et vienne du même endroit et corresponde à un dosage normal. Ça avait bien été repéré dès le début, et ça a même été écrit dans l'article initial de Nature, mais une phrase qui est tellement compliquée qu'il a fallu, moi, je la lise 4 fois pour dire, tiens, effectivement, ils avaient signalé le problème. Alors, on va essayer de regarder un tout petit peu plus pourquoi, d'où ça vient. Donc, le prélèvement a été fait, je vous l'ai dit, dans ce coin du linceul. Je ne rentre pas dans toutes les bagarres sur les protocoles qui ont été mis en place puis refusés, peu importe, voilà le résultat. Ce morceau-là a été détaché, un morceau a été conservé par le gardien du suaire, le cardinal de Turin, et puis on a donné à Oxford, à Zurich et à Tucson en Arizona, chacun un petit fragment d'à peu près 1 cm de long de 50 mg. Et ils ont fait cette analyse qui montre non seulement cette différence qu'on vient de signaler de 104 ans, qui dépasse, qui est au-delà de la précision de la mesure, mais les statisticiens insistent dessus en disant on a une progression linéaire, on a une progression régulière, et que si on allait jusqu'au centre, le centre serait peut-être en l'an 20 000, on n'a pas le droit de le faire, c'est une purement intellectuelle, mais pour dire il y a quand même quelque chose qui est bizarre. Et la réponse un peu, j'allais dire définitive à ça, même si tout ça avait été dit à l'époque, mais ça n'a pas été entendu, ça n'a pas été écouté, c'est Tristan Casabianca, qui est un juriste corse et qui a fait valoir une loi internationale qui veut qu'après X années, alors ça doit être, ça fait 30 ans, le British Museum est dans l'obligation de donner tous les résultats bruts qu'on n'avait jamais eus. On avait eu les résultats, les moyennes calculées par chacun des laboratoires, mais on n'avait jamais eu tous les résultats eux-mêmes, puisque chacun des laboratoires avait recoupé les échantillons à une douzaine de prélèvements, douzaine de dosages, ayant fait eux-mêmes chacun l'objet de plusieurs mesures. Tout ça a été très bien fait, mais jamais on n'a vu ces résultats détaillés. Et quand on regarde ces résultats détaillés, qu'on les fait retravailler par les statisticiens, non seulement on confirme l'écart, mais entre le plus ancien d'Oxford et le plus récent d'Arizona, on a 255 ans. On est donc très au-delà de la précision de la mesure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces trois petits fragments-là ne sont pas du même tissu. Ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas imaginable. Il n'y a pas eu de tricherie de ce type-là. Et donc ça veut dire que le taux de carbone 14 qui est dedans, on l'admet, les laboratoires l'ont dosé, ils ont raison, mais on ne peut pas en déduire une date puisque la date est différente pour trois éléments du même tissu. Et donc, la méthode, s'invalide d'elle-même. Voilà, donc là, le dosage du carbone 14 est intéressant, il a inspiré les chercheurs pour d'autres idées, mais on ne peut pas le retenir en tant que datation puisque les dates sont trop différentes sur le même morceau. Et donc ça pose quelques questions. Ça pose beaucoup de questions, et beaucoup de questions et quelques réponses. Voilà, on peut dire par exemple, comment se fait-il qu'un tissu du lin dont tout nous dit qu'il est du 1er siècle, on y viendra après, comment se fait-il qu'il contient autant de carbone 14? Comment se fait-il que deux morceaux côte à côte aient un taux différent, donc trop de carbone 14 et de manière hétérogène? Ça pose la question de refaire, et là il y a beaucoup de bagarres. Je peux vous dire qu'à l'intérieur même de notre association, ça discute ferme entre la curiosité scientifique, naturelle, qui dit faut refaire dès qu'on peut, en cherchant plusieurs endroits différents, enfin en réfléchissant, pour voir ce qu'il en est, pour voir ce qui se passe, pour essayer de comprendre. Et puis les autres, je suis plutôt au mode ce versant, qui disent si on refait le dosage aujourd'hui, on va retrouver un résultat aberrant, on va ressoulever la polémique, on n'aura pas avancé. Il faut attendre d'avoir une hypothèse suffisamment solide, il y en a quelques-unes, mais pas assez solide à mon sens, une hypothèse sur la formation de l'image pour dire on va vérifier si c'est bien ce qui s'est passé. Et puis la dernière question, on va faire une petite digression aux limites de la science, si j'ose dire. Pourquoi est-ce que ce carbone 14 a fait autant de bruit? Alors,
Je dirais que la réponse est évidente. Si ça avait été la robe de chambre de l'homme de Néandertal ou le soutien-gorge de Néfertiti, personne n'aurait discuté. On aurait dit, voilà, il y a une erreur, c'est grossier. Donc il s'agit du linceul du Christ. Il y a derrière des idéologies qui se mettent en place, enfin qui existent, et qui prennent un peu le plat sur la démarche scientifique. À partir du moment où on veut prouver l'authenticité du linceul pour amener à la résurrection, on place le débat sur un faux problème. C'est pas moi qui l'invente. Vous prenez des sites aussi sérieux que Aletheia, Marie de Nazareth, où ils présentent une vidéo qui s'appelle « Le linceul de Turin, preuve de la résurrection ». Elle est très bien faite d'ailleurs, et je vous recommande même de la regarder. Sauf ça, le linceul de Turin n'est pas la preuve de la résurrection. On en reparlera encore un peu. À partir du moment où on estime en avoir besoin pour prouver la résurrection, la tentation est trop forte pour les détracteurs de l'Église d'essayer de montrer le faux pour attaquer le dogme. Et la tentation est très forte de la part des chrétiens les plus, j'allais dire, radicaux, de dire c'est le carbone 14, c'est le diable. Le carbone 14, c'est la franc-maçonnerie, c'est la juiverie, c'est tout ce que vous voulez, c'est le diable. Je pense personnellement que le diable n'aime pas le linceul de Turin, parce que c'est un objet qui doit effectivement lui poser des questions, mais il est plus malin que ça, on le sait bien. Il n'est pas dans des mensonges aussi grossiers, il est dans le dialogue de sourds, dans les langages tordus. La datation en carbone 14, c'est une méthode scientifique, inventée par l'homme, vérifiable, reproductible de manière régulière, dont on connaît les limites. C'est du domaine de la science. Le dogme de la résurrection, c'est du domaine de la foi. Ça ne relève pas d'une preuve, mais ça relève de témoignage et du don. L'enseignement de l'Église dans ce domaine a toujours été absolument constant. L'un doit éclairer l'autre. Et à partir du moment où ce dialogue s'installe effectivement comme ça, eh bien on peut repartir sur des recherches sereines et on sort des idéologies qui ont conduit à ce qui nous reste dans la mémoire. J'arrête cette petite parenthèse. Et pour revenir donc maintenant sur le domaine de la science. Alors, la datation au carbone 14, c'est une des données scientifiques et, vous avez compris, je préfère dire le dosage du carbone 14 puisque, en fait, donc cette méthode s'est invalidée en tant que méthode de datation. Elle rentre avec des quantités d'autres travaux, d'autres épreuves, d'autres méthodes dans un domaine qui est tellement varié, tellement multiple qu'on a créé cet affreux néologisme, syndone linceul, la syndonologie, donc tout ce qui touche à l'étude du linceul. Et on va évidemment pas tout regarder ce soir, on va garder les grandes lignes de ce que nous apprennent la tradition et l'histoire, de ce qu'on va regrouper sous le titre des travaux modernes de manière un peu artificielle, de la description de l'empreinte telle qu'elle est sur le linceul et qui reste en partie mystérieuse. On va parler du supplice de la passion, des supplices de la passion, et puis on fera une petite conclusion qui nous ramènera à la discussion actuelle. Vous entendez bien? C'est limite dans le fond. Là, c'est moi qui n'entends pas, excusez-moi. Je parle trop vite. Et puis comme ça résonne un peu. Il y a tellement de choses à dire. L'histoire, trois grands chapitres. La partie proprement historique, le linceul apparaît à Lirey, enfin les grands trajets, il y a des petits trajets entre cours de route, mais il s'installe à Chambéry, il s'installe à Turin, il est toujours à Turin. Le premier millénaire, alors je ne suis pas historien, le premier millénaire pendant longtemps on ne savait à peu près rien. Pour moi qui ne suis pas historien, on sait trop. Moi je suis un peu perdu, je ne vous le cache pas, et si vous avez des questions pointues, j'aurais du mal à vous répondre. Il y a un peu trop de linceul au premier millénaire maintenant, puisqu'il y avait la production, comme par exemple les Véroniques qui arrivent un peu plus tard, les Véroniques, mais enfin, on commence à en parler. Donc il y a des productions qui sont vénérées comme autant de reliques. Donc maintenant, entre Jean-Christian Petit-Fils, entre Laurent Bouzou, entre est-ce que le linceul était à Édesse, est-ce qu'il était à Beyrouth, est-ce qu'il était à Jérusalem, voilà, on est un petit peu. Donc je choisirais une version communément admise sans vous garantir absolument que ce soit la bonne, il y en a plusieurs. Mais il y a beaucoup de traces du linceul en premier millénaire. Et puis il y a une période qu'on appelle le trou historique, où là on n'a presque aucune trace, simplement des hypothèses. Bon, je vous dirais celle qui me paraît moi la plus crédible, mais ce ne sont que des hypothèses.
Alors au début, ça commence mal, on ne sait rien. On parle du linceul dans les évangiles. Il y a une allusion dans l'évangile de Pierre et l'évangile aux Hébreux, dans les écrits apocryphes, une allusion au linceul. La seule chose qu'on peut penser, c'est que les apôtres, Jean, qui croient à la résurrection, les saintes femmes, qui devaient être soigneuses, ne sont pas parties en abandonnant le linceul aux pharisiens ou aux romains. On peut imaginer qu'ils l'aient récupéré. Mais ce dont on peut être sûr, c'est que s'ils l'ont récupéré, ils ne s'en sont pas vantés. Déjà, ils se cachaient, ils avaient peur, ils ne voulaient pas subir le même sort que leur maître. Et en plus, le linceul est un objet impur. On n'a gardé aucun linceul juif de cette période ni d'une autre, puisque au bout d'un an, ils étaient brûlés au moment où on récupérait les os. On ne devait absolument pas les garder. Et le mérite d'Aldo Guerreschi, qui est l'homme qui a fait cette photo, d'ailleurs, cette production, qui est l'ancien photographe officiel du linceul, a été de retravailler sur tous ces cernes d'eau que j'ai un petit peu souligné, et qu'on a très longtemps attribué à l'incendie de Chambéry, qu'on verra tout à l'heure. Et en fait, on voit bien qu'il ne correspond pas tout à fait. Il a retravaillé ça très précisément avec une collaboratrice. Et il a trouvé qu'avec un pliage en accordéon, si on fait monter l'humidité par un coin, on retrouve exactement ces traces. Et il a imaginé de manière assez convaincante le fait que le linceul ait pu être caché dans une de ces jarres du type de Qumran pendant un certain temps. Pure hypothèse, pas de preuve, mais ces cernes-là, pour l'instant, c'est la meilleure explication qu'on leur trouve. Épisode suivant, donc comme je vous l'ai dit, c'est un trajet que je garde, il y en a d'autres, la discussion reste ouverte. C'est ce qu'on appelle la légende d'Abgar au sens historique, c'est-à-dire qu'il y a des faits historiques, mais plusieurs versions qui font la légende. Ce qui est vrai, c'est qu'Abgar, cingle noir, est malade, probablement lépreux, qu'il est contemporain du Christ, il en entend parler, il envoie un émissaire, le Christ fait savoir qu'il ne peut pas venir comme ça, qu'il n'a pas fini, mais il y a un émissaire qui vient, qui sera Thaddée, et qui viendra avec une image remise par le Christ, beaucoup de versions sur la façon dont l'image a été faite, et qu'à la vue de cette image, Abgar est guéri, qui devient chrétien, qui fait monter une effigie qui est curieusement en format paysage pour un portrait, et qui est décrite avec un treillage d'or à la manière dont on décorait les coiffures des rois à son époque. Et le mérite de Ian Wilson, l'historien, c'est de penser qu'il s'agit de ce pliage du linceul qui ne laisse apparaître que le visage. On ne voit pas la nudité, on ne voit pas le supplice, mais on honore le visage. Ce qui est intéressant, c'est que très tôt, dès le début de l'histoire du linceul, on parle de l'image akeiropoiète, l'image non faite de main d'homme. Le fils d'Abgar n'est pas chrétien, la bascule de l'autre côté, persécution des chrétiens, le linceul disparaît, enfin, l'image d'Édesse disparaît, elle est tellement bien cachée, on ne sait plus trop où elle est, la légende persiste, mais on ne sait plus trop où elle est. Et en 525, à l'occasion de grands travaux dans la ville d'Édesse, après une inondation, après une catastrophe naturelle, on découvre dans un rempart de la ville, du côté de la porte d'Orient, là où la porte royale, on découvre une tuile avec une lampe à huile et puis dessous ce linge qui tout de suite est désigné comme la fameuse image akeiropoiète, tout de suite est utilisé pour protéger la ville de la peste, des Perses, de toutes les calamités, et tout de suite devient une référence pour l'art. Au tout début de l'ère chrétienne, on ne représente pas le Christ. Les chrétiens ont en particulier ce signe du poisson, le poisson et les pains qu'on retrouve dans les catacombes. Ou si on le représente, c'est un beau jeune homme, de type grec ou inspiré par l'art romain ou grec, un beau jeune homme imberbe, le bon pasteur avec ses brebis. On le retrouve au IIIe siècle, au IVe siècle, ici dans le Dorset, donc le Royaume-Uni. Et puis réapparaît la fameuse image akeiropoiète, et tout d'un coup, l'art change complètement. L'iconographie byzantine en particulier fait apparaître un visage complètement nouveau. Voilà deux exemples du VIe siècle. Ici, et ceci se continue de manière très régulière, Xe siècle, XIe siècle, et dans toutes ces représentations, il est impossible de ne pas faire le rapprochement avec l'image du linceul. Alors, les esprits chagrins diront, à juste titre, que ça ne prouve pas qu'on ait écrit cette icône avec cette image. On a pu faire le faux à partir des icônes.
Mais on aura l'occasion largement, même si je ne le dirai pas à chaque diapositive, de voir que faire un faux, le faussaire n'est pas encore né. Et donc, Vignon, au début du siècle dernier, a défini 15 puis 2, 17 critères de ressemblance entre l'image du linceul et cette iconographie. Vous avez, par exemple, vous voyez ce petit carré ou ce petit triangle-là, on ne voit pas du tout ce que ça apporte au point de vue esthétique, mais on le retrouve sur le linceul. Je ne sais pas si on le voit assez bien sur la photo. L'aile du nez plus importante, les yeux globuleux, la barbe bifide, la mèche de cheveux qui correspond à ce caillou. Bref, 15 critères qu'on retrouve sur toute cette iconographie pendant toute cette période. Donc, c'est même tellement vrai, je rajoute encore un détail, c'est que c'est tellement une référence qu'il y a à cette époque-là la fameuse crise de l'iconoclasme qui sera définitivement résolue au concile 834, de Nicée 834 je crois, et c'est l'image du linceul qui emportera la bagarre. C'est-à-dire que les iconoclastes disent on n'a pas le droit de représenter Dieu, les iconodules disent le Christ était incarné donc c'est bien pour qu'on le voit, et l'argument final c'est non seulement il s'est incarné mais il nous a laissé son image, on a donc parfaitement le droit de la reproduire. Et la réputation de cette image est telle que les Byzantins, qui deviennent puissants, en sont jaloux. Édesse, à ce moment-là, est sous domination musulmane, les chrétiens sont toujours là, ça se passe comme toujours dans ces cas-là, plus ou moins bien, ils sont là, ils ont leur image, les musulmans respectent cette image, mais les Byzantins envoient le général Curcuas en 943 faire le siège de la ville, et après un long siège, au moment où la ville va tomber, le général délivre 200 prisonniers de haut rang, donne 12 000 pièces d'argent, s'engage à un pacte de non-agression perpétuelle et repart avec le linceul sous le bras. Autrement dit, ils sont venus voler le linceul à cause de sa réputation. Ils volaient l'image d'Édesse, on parle du linceul éventuellement. L'image arrive à Constantinople en 944, le 15 août, une grande festivité, et là on a beaucoup de descriptions, non plus seulement du visage, mais du corps entier, créé sans peinture, créé de la sueur et du sang propre de notre Seigneur. On a le témoignage du neveu de l'empereur qui râle parce qu'on leur a imposé une longue cérémonie alors qu'il n'y a rien à voir. Vous voyez sur la reproduction qui est là-bas au mur, il n'y a pas grand-chose à voir, donc vous ne voyez pas pourquoi on faisait autant de bruit pour une peinture de si mauvaise qualité. Et donc on a beaucoup de descriptions qui rappellent très exactement ce qu'on connaît aujourd'hui. On retrouve bien sûr toute iconographie, on retrouve sur les pièces de monnaie, au lieu d'avoir le visage de l'empereur, on commence à voir le visage du linceul, on trouve cette espèce de croix qui est ici, enfin, on retrouve des critères du même type que Vignon. Puis entre autres ce détail, vous voyez cette pièce où les orthodoxes parlent du pied-beau du Christ, la kénose du Christ, mon serviteur est difforme, et à un certain temps ils ont dit que le Christ avait un pied-beau, on le voit bien, parce que sur le linceul, alors c'est peut-être difficile à voir sur celui-là, vous verrez mieux sur le négatif plus tard, mais on voit bien que les deux pieds sont différents, c'est pour des questions d'impression sur voilà. Donc et c'est l'origine de la croix orthodoxe. La croix pour les bras, le titulus, la condamnation, et puis c'est ce support de pied tout à fait hypothétique qui correspond à un pied plutôt d'un côté que de l'autre. Et puis aussi à cette époque-là, un document dans un codex découvert par les jésuites près à Budapest, et ce document qui est daté de manière formelle entre 1182 et 1195, où on voit dans une enluminure, pour la première fois, un Christ entièrement nu, au moment de l'ensevelissement, les mains croisées sur le pubis, l'absence de pouce, ce pli, on en reparlera à la fin tout à l'heure, vous verrez, dont on a retrouvé la signification il n'y a pas très très longtemps. Et sur la même enluminure, au moment de la résurrection des saintes femmes, on retrouve le motif en chevron qui est très visible sur le linceul, c'est un tissu à chevron, les taches de sang. Peut-être là le suaire d'Oviedo, ça c'est une hypothèse un peu plus personnelle et plus récente, mais... Et puis, on en parlera tout à l'heure, ces petits ronds ici qui sont assez particuliers. Constantinople, 1204, la 4e croisade tourne mal, ça se chipote gravement entre les Byzantins et les croisés, ça finit très mal, les croisés mettent la ville à sac, font un pillage monstrueux, et récupèrent en particulier toutes les reliques, font un tel pillage de reliques que c'est après ça qu'il y a une excommunication
le principe de l'excommunication prononcé par le pape en cas de trafic de reliques, et le linceul disparaît. Chevalier de Clary, qui était dans la caserne des Blachères, juste à côté de là où on gardait le linceul, dit « On que ne suis jamais, ni français ni grec, ce que devint le linceul, que devint le sidoine de Jésus que l'on exposait chaque vendredi dans la chapelle. » Donc il disparaît. Alors il ne disparaît pas complètement parce que 2 ans après, Théodore Ange Comnène, qui est le neveu de l'empereur, qui est un peu son ministre, son ministre de la Justice, là, son garde des Sceaux, écrit une grande lettre au pape en protestant, en disant voilà, on nous a pillés, c'est pas bien, bon d'accord, c'est la guerre, tout ce qu'on veut, on a pris des reliques, c'est encore plus mal, mais surtout, on a pris le linceul de notre Christ, qui est actuellement à Athènes. Donc il affirme que le linceul est à Athènes. Athènes, le duché a été donné à un valeureux croisé du pillage, qui est Othon de la Roche, qui est devenu duc d'Athènes, et qui était caserné juste à côté de là, donc qui probablement, là on rentre dans l'hypothèse, probablement c'est lui qui a embarqué le linceul. Et alors après, il y a enfin, on peut passer la nuit, mais c'est trop long d'expliquer toutes les hypothèses avec les Templiers, avec l'hypothèse la plus crédible pour les historiens, je vous recommande d'essayer de trouver ce livre, tout sur notre site, c'est le clan des Achaïens, c'est le fait que le Péloponnèse, la Morie, enfin la partie donc, inférieure de la Grèce, est occupée à ce moment-là par des familles champenoises, franc-comtoises, des grandes familles, les Joinville, les descendants de Louis de Joinville, chroniqueur de Saint-Louis, la famille Villeux-Ardouin. Ce sont les cadets de ces familles qui occupent cette région-là et qui sont liés par des liens conjugaux, féodaux très serrés, et qu'il y a dedans 2 femmes en particulier, veuves à plusieurs reprises, qui se sont trouvées en possession du linceul et qui l'ont transmis, et on arrive ainsi jusqu'à Geoffroy de Charny. Bon, l'explication est un peu longue, mais voilà l'hypothèse que je considère moi comme la plus solide actuellement, très fouillée. C'est pas celle, si vous avez lu Petit-Fils, c'est pas celle de Petit-Fils, qui appartient à notre association, mais c'est un de nos différents. Voilà. Et puis ensuite, on arrive maintenant dans l'histoire connue, là c'est simple. 1353, les premières ostensions, on a entre autres ce méro de Liret, aujourd'hui on dirait un pins, les pèlerins repartaient avec un gros pins, 6 cm sur 4, ils repartaient avec leur souvenir, on voit bien le linceul, on voit les armoiries de Geoffroy de Charny, de sa femme Jeanne de Vergy, la position montre qu'elle n'était pas encore veuve, et Geoffroy de Charny est mort à la bataille de Poitiers en 1356 en défendant son roi. Donc les premières ostensions sont datées très certainement entre 1353 et 1355. Donc on retrouve la diapo du départ, pas de titre de propriété, à partir du moment où Geoffroy de Charny sait que ça vient d'un pillage, il ne va pas s'inventer. C'est l'un des grands différends avec Petit-Fils. Petit-Fils dit que c'est le roi qui lui a donné, mais quand on lui a reproché d'avoir volé le linceul, il aurait dit non, c'est le roi, il ne l'a pas dit. Donc, bref, donc pas de titre de propriété, on le comprend, compte tenu de l'origine tout à fait secrète, la façon dont il est arrivé dans la famille. Le mémoire de l'évêque de Troyes, ça fait un moment qu'on n'en parle plus. L'évêque de Troyes n'a jamais connu le faussaire, n'a jamais rien dit du faussaire. Le pape lui avait enjoint le silence perpétuel s'il continuait à râler, donc on n'en parle plus beaucoup maintenant. Et puis le Carbone 14, sauf si vous souhaitez qu'on reprenne, on en a parlé tout à l'heure, j'espère vous avoir convaincu. Donc on repart là sur une trace historique plus solide. La petite fille de Geoffroy de Charny est sans enfant. Sur son grand âge, 70 ans, à l'époque c'était plutôt bien, elle entreprend un tour assez long. En fait, on se rend compte qu'elle va chez les descendants du clan des Achaïens, on reste dans la même tribu, si j'ose dire, les mêmes liens, et finit par... ça se passe à la fin de la guerre de 100 ans, elle a un château qui n'est pas solide, enfin sûr, elle n'a pas de descendants, et donc elle le cède au duc Louis de Savoie, qui lui est un puissant seigneur, dont la capitale est à Chambéry. Il fait construire une chapelle pour le linceul, la chapelle brûle, l'incendie abîme le linceul et très peu la silhouette par les bras, et le linceul est reprisé par les pauvres clarisses de Chambéry. C'est la première relation scientifique très complète, c'est très intéressant à lire, à la fois la dévotion et l'émotion des clarisses et la description très précise qu'elles font du linceul à ce moment-là. Le duc de Savoie déménage sa capitale à Turin. Il veut emmener le linceul. Les Savoyards ne sont pas du tout d'accord. C'est un peu comme à Édesse. Et finalement, il trouve un prétexte. Charles Borromée est archevêque de Milan. Il fait le vœu, si la peste n'atteint pas sa ville,
d'aller prier devant le linceul, d'aller ramasser le linceul. Et il est déjà très connu, très célèbre, déjà très malade. Et le duc de Savoie dit, on va quand même pas lui faire ce grand voyage, on va rapprocher le linceul sur Turin, ça lui fera un peu moins loin, il rapproche le linceul à Turin et il le garde. À Turin, donc à 178, il fait construire cette chapelle. Alors derrière ça, c'est la cathédrale de Saint-Jean-Baptiste de Turin, l'actuelle, c'est les photos actuelles. Derrière la chapelle, il faut voir le dôme, c'est le dôme des Invalides, c'est énorme, c'est une énorme construction qui rejoint la cathédrale au Palais ducal. Et donc la chapelle, le linceul est conservé dans la chapelle. Et en 1983, le dernier duc de Savoie, le dernier roi d'Italie, Humbert II, en exil, déshérite son fils qui se conduit pas bien, et au passage fait don du linceul au Vatican, c'est Jean-Paul II qui à l'époque occupe le siège du pontife. Et donc le linceul reste à Turin, mais il est maintenant propriété du Vatican. Voilà pour rapidement rentrer le trajet du linceul. Si on attaque le chapitre des travaux modernes, alors travaux modernes c'est très théorique, il y a toujours eu des travaux sur le linceul, il y a toujours eu des expertises, des contrôles au moment de l'incendie, etc. Mais bon, il y a un événement quand même particulier, c'est 1898, à l'occasion de la célébration du mariage du futur roi d'Italie, on organise une ostension et la photographie a été découverte pas longtemps avant. Et contrairement à ce qu'on dit souvent, l'Église ne veut pas entendre parler des preuves scientifiques, etc. C'est pas vrai. L'Église, je crois, a toujours accepté, à condition que ce ne soit pas destructif, a toujours accepté. Voilà un bel exemple. Voilà, la photo, c'est pas dangereux, ça n'existait pas, ça existe. Ils autorisent la photographie. Ils confient à Secondo Pia, qui est un avocat amateur éclairé, connu pour la photographie. Alors son appareil, c'est une boîte qui fait plus d'1 mètre de haut, là, avec des plaques en verre. Et il travaille, non sans difficulté pendant l'ostension, il y a du verre qui protège le linceul, il y a des reflets, c'est des temps de pause compliqués, il a du mal, il est obligé de refaire, quand tout le monde est parti dans la nuit, pour pouvoir faire ses éclairages comme il faut. Et temps de pause de 20 minutes, il finit par obtenir un cliché, et ça se passe aux alentours de minuit, comme dans les films de suspense, et il raconte, il faut voir son récit, comment il a failli lâcher la plaque quand il a vu ce fantôme apparaître, ce visage apparaître que personne n'avait jamais vu, à partir d'une image extrêmement floue, il ne s'attendait absolument pas à voir ça. Et donc il est le premier à comprendre ce que vous comprendrez facilement, parce qu'on a du mal à expliquer aux enfants, qu'un négatif ils n'ont jamais vu. D'ailleurs, on ferait la photo aujourd'hui, on ne verrait pas le négatif, on passe directement sur l'iPhone de la photo à la photo. Et donc il comprend que voilà, on a le modèle, le négatif, la photo finale, et que là, le négatif, c'est le linceul lui-même qui en joue le rôle. C'est évidemment pas un négatif photographique, il n'y a pas de sel d'argent, il n'y a pas de... Mais l'image se comporte comme un négatif qui restitue une image précise, parfaite, ce qui est l'un des premiers grands mystères de l'art. À partir de là, l'intérêt pour le linceul se réveille tout d'un coup, même si on traitera Pia d'escroc pendant 33 ans. 3 ans, on dira qu'il a triché, qu'il l'a inventé, que c'est pas vrai, qu'il y a eu des choses, jusqu'à ce qu'en 31, il y ait d'autres photos qui soient faites devant des journalistes, des huissiers, des juges et tout ce qu'on veut. Je passe sur tout ça. Il y a eu des quantités de chercheurs qui se sont intéressés au linceul. Bon, il y a quand même une étape qui mérite d'être notée, c'est le STURP. Ça commence par 2 ingénieurs de la NASA qui travaillent qui entendent parler du codage tridimensionnel, on verra tout à l'heure, de l'image, travaillent dessus, sont étonnés, interrogent leurs copains, c'est pas sérieux ton truc, etc. Enfin, ils se montent un peu le bourrichon, ils se retrouvent une quarantaine de chercheurs plutôt jeunes, de spécialités très différentes, et ils montent un protocole très très précis d'études qui est admis par Turin à l'occasion de l'ostension de 78. On leur confie pendant 5 jours et 5 nuits entières, 180 heures de présence, le linceul pour travailler dessus. Bien sûr, c'est des choses non destructives, des prélèvements par attouchement, des photos, des spectroscopies, de la radio, tout ce que vous voulez, des UV, voilà. Et ils arrivent avec 8 tonnes de matériel et ils font à peu près 150 000 heures de recherche dessus. Donc ça a été quand même, dans les étapes de recherche, un moment de science, j'allais dire de science dure. Les quantités de matières de spécialistes de niveau international sont concernés. C'est une liste non exhaustive, mais c'est pour ça qu'on a regroupé ce terme de syndonologie.
tous les gens qui d'une manière ou d'une autre ont été consultés pour un avis. C'est ce qu'ils nous apprennent entre autres. Pareil, on va retenir quelques grands points, pas tous les détails. Le tissu, voilà, ça c'est le morceau qui a été coupé au moment du carbone 14, qui est conservé par le cardinal de Turin pour des études ultérieures et éventuelles. Donc ça c'est un morceau original de linceul qui est peut-être un peu contrasté encore, c'est assez pâle comme image. Alors pour les spécialistes du tissage, tu as un sergie de lin à chevron 3 sur 1, c'est-à-dire qu'il y a 3 fils de chaîne qui passent un fil de trame, ou 3 fils de trame, un fil de chaîne, je ne sais plus dans quel sens on le dit, avec un dessin en chevron qui est assez caractéristique. Les fils ont une torsion en Z, ce qui est rare. Il faut 2 rouets pour la faire, c'est une technique qui est réservée à des tissus de prix, et non pas en S comme d'habitude. Les fils sont blanchis après tissage, c'est-à-dire que si on regarde derrière un fil, il est écru, et on a su blanchir les fils de lin qu'après le 8e siècle. Avant on les cassait, on ne savait pas faire, donc on blanchissait une fois tissé. Ce tissu contient des traces d'un coton qui est caractéristique du Proche-Orient, et il ne contient aucune trace de laine, ce qui veut dire que soit il a été fait sur un métier à tisser complètement neuf, soit sur un métier à tisser juif, puisque le Deutéronome interdit le mélange des tissus, des fibres d'origine animale et végétale sur le même tissu, et donc c'est une idée caractéristique des tissus juifs. Surtout, c'est un tissu de très grand prix. Les experts estiment à 800 heures de travail, on va ramener ça simplement au prix du SMIC, pour mettre dedans le cadavre d'un crucifié qui normalement était destiné à la fosse commune. C'est aussi une caractéristique assez exceptionnelle. Tissu qui valait plusieurs milliers d'euros, peut-être 10 000 euros, voilà, pour donner un chiffre, un tissu de très grande valeur. Et puis surtout, et ça résume un peu tout ce qu'on dit avant, on trouve à Masada, dans le fort de Masada, un tissu dont personne ne discute l'âge, du 1er siècle, qui est tellement proche que Madame Fleury Lambert, celle qui a restauré le linceul en 2002, spécialiste donc international, dit que le tissu de Masada est probablement du même atelier, sinon même du même métier à tisser que le linceul. En tout cas, la preuve a été faite que ce tissu-là pouvait être du 1er siècle, tout à fait compatible avec les méthodes du 1er siècle. Max Frey, qui est un criminologue suisse, travaille sur les pollens, et donc, pareil, je passe un peu rapidement, il ramasse tous les pollens du linceul, il les étudie, il en trouve une grande quantité de Jérusalem et des environs, dont certains qui sont spécifiques du désert du Negev, de régions désertiques, et puis d'autres qui correspondent, qui peuvent retracer le trajet qu'on a évoqué tout à l'heure. Et ça, on demande nous maintenant à essayer de voir s'il n'y a pas des choses spécifiques d'Athènes à cause du clan des Achaïens. Ça, c'est en cours. C'est en cours, j'espère que ça va se faire. Bon, Max Frey a eu des contradicteurs, des palynologues qui disent qu'il n'était pas tout à fait rigoureux, mais ces contradicteurs, à juste raison, ont fait des remarques, tout en concluant, eux aussi, que le trajet est compatible. Là aussi, ça ne veut pas dire que le linge est passé dans toutes ces villes. Ça veut dire que si c'est un faussaire du XIVe siècle, il est allé chercher du pollen spécifique pour en saupoudrer une quantité et des proportions convenables sur le linceul pour pouvoir qu'on puisse le trouver des siècles plus tard. En 1978, Francis Filas, aux États-Unis, sur une remarque des jeunes ingénieurs justement dont je parlais, qui travaillaient sur la tridimension, voit des protubérances dans les yeux. Alors, il faut avoir des bons yeux, on ne le voit pas beaucoup. Mais il travaille ça beaucoup, il a vendu des clichés, il travaille dessus, il arrive à lire une crosse, je ne sais pas si vous le devinez, et puis les lettres, la YCAC, et il dit c'est les lettres de Tiberius Caesaros, Tibère César, et donc il s'agit d'un dilepton lituus frappé à l'époque de Tibère César, et qui est posé sur la paupière, comme on le voit, pas de manière habituelle, mais de temps en temps, dans les tombes israéliennes. Et puis, manque de chance, les contradicteurs, toujours, apprennent deux choses. D'une part, que Francis Filas est jésuite, alors forcément il est partisan, il a peut-être voulu prouver quelque chose, et d'autre part, surtout que Caïsaros, ça prend un K, et pas un C, et qu'il ne faut pas se moquer du monde, enfin donc c'est n'importe quoi. Sauf que, dans l'année, puis 2 ans après, puis encore un peu plus tard, on trouve quelques leptons
qui sont non pas avec le K mais avec le C, alors je ne sais pas, il est là, voilà, qui comporte cette soi-disant faute d'orthographe, et tous ces leptons qui ont un C ont été frappés entre l'an 29 et l'an 32 de notre ère. Alors après, pour compléter ça, on a vu sur l'œil gauche un autre lepton, mais pour moi la preuve est moins forte, puisque Philas ne savait pas, et il l'a vu sans savoir, les autres ont cherché. Et c'est vrai qu'avec les artefacts, on peut imaginer qu'on finit par voir ce qu'on veut voir. Donc beaucoup de gens admettent qu'il y en a un deuxième, mais je pense que la preuve a moins de poids. Quand on parle de datation, Giulio Fanti a travaillé en 2013, on en a très peu parlé à l'époque, sur 3 méthodes complémentaires, tout à fait différentes toutes les 3, et qui toutes les 3 visent à analyser la dégradation de la cellulose du lin pour estimer l'âge du lin. Et il a trouvé, avec des fourchettes qui sont très larges, mais il a trouvé un ensemble de dates qui est compatible avec le tournant de l'ère chrétienne. On en a parlé beaucoup plus, je ne sais pas si vous l'avez entendu, en début d'année dernière, avec les rayons X. La méthode, on a vu des articles disant la datation aux rayons X balaie le carbone 14. Je pense qu'on n'a pas du tout le droit de dire ça. C'est en tout cas une mauvaise façon de présenter les choses. La méthode aux rayons X, elle analyse aussi la dégradation de la cellulose. Elle a l'intérêt d'être assez précise, elle a l'intérêt d'être anodine, qu'on peut la reproduire, qu'on peut... Elles ont tout un inconvénient, c'est que vous admettrez comme moi que si on garde un tissu de lin dans une pyramide, dans un marais ou au soleil ou dans l'eau et tout, il ne va pas se dégrader de la même manière. Et que donc, pour dater, il faut encore avoir une idée assez précise de la façon dont le tissu a été conservé. Ils ont travaillé là-dessus, mais cette méthode-là est très intéressante, mais elle mérite d'être validée et elle n'est pas... elle ne s'oppose pas au carbone 14. Le carbone 14 s'invalide de lui-même. Il est en soi une excellente méthode, sauf dans ce cas-là, il ne marche pas, alors que ces méthodes-là sont intéressantes, mais ne sont pas encore validées. Donc il faut les renouveler sans modération jusqu'à ce qu'on vérifie que c'est bien ça. Alors ce tissu, il porte un certain nombre de traces. On va commencer par se débarrasser de ces grosses traces qui gênent un peu. Donc l'incendie de Chambéry, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est les grosses pièces de réparation qui sont retirées maintenant, qui ont été mises par les Clarisses, et on explique ça par le pliage du linceul dans une chasse en argent, et une goutte d'argent a fondu sur le bord, et ça a fait comme les banderoles là, quand on déroule, et heureusement donc la plus grande partie de l'image a été préservée. Et puis il y a d'autres images qui sont celles-ci, vous voyez là, on la retrouve un petit peu moins là, encore un peu moins ici, et à peine là. Ce qu'on appelle des trous en L. Les trous en L, ils sont rattachés à un pliage du linceul qui est désigné quelquefois dans l'histoire, dans le premier millénaire, comme le tétradiplon, plié 4 fois. Il est certain, dans les relations qu'on a, qu'il a été utilisé comme nappe d'autel, et on imagine qu'il s'agit de 4 braises d'encens qui ont fait ce trou-là. En tout cas, le pliage explique de manière rigoureusement précise la traversée de l'ensemble. Les nappes d'autel sont en lin depuis Sylvestre II, en référence au linceul. Depuis donc, les années 300 quelque chose, ils sont en lin. Et ces trous en L, ils existent avant l'incendie de Chambéry. Ça, c'est une représentation de Durer de 1512, donc 20 ans avant l'incendie de Chambéry. Il a bien vu ces trous en L, donc ils existaient bien à ce moment-là. Et puis, rappelez-vous tout à l'heure, ce qu'on a vu, on les retrouve sur le Codex Près de 1192-1195, et pour les historiens, c'est pour eux une signature formelle que l'enlumineur a bien vu le même âge qu'on voit aujourd'hui. Si on retire maintenant ces artefacts, il reste encore, on n'a pas fini celui-là, il reste encore 2 types de marques à retenir, l'empreinte générale du corps, et puis les taches de sang qui sont de nature bien différente. L'empreinte, première caractéristique qu'on a vue, qui est tout à fait extraordinaire, c'est un négatif. Encore une fois, je ne le dirai pas à chaque diapo, mais le faussaire du Moyen-Âge a dû inventer le négatif 4 siècles avant la photographie. Donc c'est une première caractéristique mystérieuse. On ne connaît pas d'image en 2 dimensions enfin, pas d'image, si, on en connaît depuis la photographie. Mais avant, on n'en connaît aucune dans les peintures, dans la présentation. Première caractéristique exceptionnelle. Deuxièmement, sur cette image, il n'y a pas de contour, il n'y a pas aucun pigment, de pigment coloré,
Il n'y a aucun caractère directionnel, il n'y a pas de signe de pinceau, il n'y a pas de coup de tampon parce qu'il n'y a aucune plage homogène d'un produit solide, il n'y a pas de pénétration dans le tissu, donc il ne s'agit pas d'un produit liquide ni d'un produit gazeux, et l'image est indélébile. Il faut, pour l'atteindre, un réducteur très puissant, humide, mais tous les solvants des colorants, la chaleur, l'eau, rien ne l'a abîmé, même à proximité immédiate des brûlures, l'image est, la nature de l'image est intacte. Donc ce n'est pas une peinture. Deuxième caractéristique particulière. Si ce n'est pas une peinture, qu'est-ce que c'est? Alors on parle de roussissure, le terme savant c'est une oxydodéshydratation superficielle de la cellulose des fibrilles de lin. Vous voyez ici un fil de lin, et à la superficie du fil, c'est sur ces fibrilles, sur 10, au maximum sur 40 microns, en général sur 10 à 20 microns, qui sont concernés par cette roussissure, par cette oxydodéshydratation. C'est extrêmement superficiel. Et lorsqu'il y a des intensités différentes sur l'image, par exemple le nez qui est plus intense, ou les mains, etc., c'est qu'il y a au centimètre carré, c'est la même couleur sur toutes les images, couleur jaune paille, mais il y a plus de fibrilles concernées, là où c'est plus dense que ailleurs. Donc c'est une espèce de micro-pointillisme, de pointillisme à l'échelle microscopique, sans peinture bien entendu. Ce n'est pas une peinture. Troisième caractéristique qui avait été soupçonnée dès les négatifs, c'est le fait qu'il y ait une information tridimensionnelle dedans. Ça, c'est des travaux du siècle dernier avec des moyens un peu rudimentaires. Ça a été repris par les ingénieurs de la NASA avec leur VP8, qui est un analyseur d'images destiné à mesurer le relief des planètes, de la Lune, de la planète Mars, fait des photos, ils travaillent sur le relief avec ça. Si vous passez une image, une photo ou une peinture traditionnelle dedans, les creux et les bosses sont interprétés en fonction du noir ou du clair. Et voilà le résultat sur le... Quand on est en bois et qu'on parle de la Joconde, je suis désolé, j'aurais peut-être pu prendre un exemple moins traumatisant, mais l'exemple. Alors que sur le linceul, la même analyse par le même appareil fait apparaître une image tridimensionnelle, ce qui n'est pas, contrairement à ce qu'on dit quelquefois, unique au monde, ça existe aussi dans les herbiers. Il y a peut-être d'autres exemples, mais les vieux herbiers ont une image qui, passée au VP8, traitée de la même manière, donne un caractère tridimensionnel. Et c'est quand même pas très fréquent et c'est difficile de comparer le linceul à un herbier dans lequel les plantes séjournent pendant des dizaines d'années. Ce traitement tridimensionnel a été beaucoup développé par Thierry Castex, un Français qui a fait des images tout à fait extraordinaires et qui apporte des informations sur l'homme de linceul. Uniquement sur cet hologramme est construit uniquement sur des informations d'images en 2D. Ce sont des photos d'images en 2D qui utilisent cet hologramme. C'est pas reconstruit, c'est une interprétation. Le quatrième aspect, c'est le fait qu'il n'y a aucune pression. Tout se passe comme si, je dis bien tout se passe comme si, il n'y était pas, je le dirai plusieurs fois, je ne sais pas comment ça s'est passé, le corps était en apesanteur. Voilà une photo qui se passe de commentaires, faite l'initiative de Lavoie, un Américain, qui montre un homme debout nu et puis couché sur une plaque de verre. C'est pas la même image, les cheveux, etc. Enfin, tout est bien différent, donc ça se passe de commentaires. Ici, tout se passe comme s'il n'y avait pas de pression. Et puis, c'est peut-être le plus important, vous avez régulièrement à la télé, sur Arte, sur les chaînes culturelles, un type qui vient vous montrer qu'avec des moyens simples, en 5 minutes, moi je vous fais un linceul, vous allez voir, avec des produits du Moyen-Âge, vous devinez quelque chose de bien. Et ce qu'on obtient, c'est ce genre de choses. On n'a jamais, jusqu'à aujourd'hui, jamais obtenu ni une image ressemblante, ni surtout une qui respecte tous les caractères de roussissure, d'absence de pigments, de tridimensionnalité, etc., tous les caractères. Et donc l'image est non reproductible, ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, comme à l'époque d'Édesse, on est toujours en présence d'une image achéropoïète, jusqu'à preuve du contraire, je vous l'accorde, mais on ne sait pas reproduire cette image. Enfin, mais ce n'est pas le plus facile, on rentre dans un chapitre un peu plus gore, un peu plus difficile. Excusez, traiter ça en médecin, mais l'étude de la passion par Barbet fait qu'on lit les évangiles différemment après.
Donc il y a des taches de sang, elles sont bien différentes, l'empreinte était superficielle, se comporte comme un négatif, le sang c'est vraiment du sang, et le sang c'est vraiment du... Je vois plus, je suis là, voilà. Voilà une tache de sang qui devient sur un négatif qui inverse, c'est exactement comme une tache de sang normale. Elle imprègne le tissu, elle traverse le tissu, elle contient des éléments figurés du sang, des globules rouges, des globules, en tout cas des globules rouges chauds, les autres sont plus difficiles à reconnaître. On y trouve de l'hémoglobine, on y trouve de l'albumine humaine. On analyse le groupe comme un groupe AB, qui est un groupe rare, un tout petit peu moins rare au Moyen-Orient, mais qui est un groupe rare. On y trouve un taux de bilirubine élevé, ce qui peut s'expliquer par des souffrances et d'un stress très important, augmenter la bilirubine dans le sang. On y trouve de l'ADN, ce qui n'apporte pas grand-chose. On n'est pas prêt, contrairement à ce que dit Van Covelaert, à cloner le Christ, puisque d'abord l'ADN est très abîmé. Et deuxièmement, il faut savoir qui il est. Le linge a été très pollué. Saint François de Sales raconte, il était évêque, il était dans une ostension, il tenait le linceul, il faisait très chaud. Alors j'ai mal calé mon ordi, j'ai pas la citation sous les yeux parce qu'elle nous entend lire. Il écrit à sa mère. En gros, il dit que ma soeur dégoutoie dessus le linceul de notre Seigneur. Monseigneur, je ne sais pas, de Milan, tout là très fâché de ce que ma soeur dégoutoie. Et il conclut en disant que notre Seigneur était moins délicat, qu'il avait mélangé son sang et sa sueur à la nôtre, etc. Et donc l'ADN qu'on a trouvé est peut-être celui de Saint François de Sales ou d'une autre personne qui a participé à une ostension. On trouve du sang d'origine veineuse, veine dorsale du front, ici le jet d'une blessure de l'artère temporale droite. La très très grande majorité des taches de sang sont des caillots décalqués. Pardon. Alors ça, bon, il faut lire le livre de Barbet là-dessus, qui détaille bien. On voit le caillot, on voit la déformation du caillot, on voit les sérums exudés. Ce sont donc des caillots qui se sont, des coulées de sang qui sont survenus sur la croix, qui ont séché et qui se sont décalqués par un mécanisme qu'on n'explique vraiment pas très bien sur le linceul. Enfin, on l'explique pas complètement. Et puis il y a de temps en temps, ici vous avez le pied, et là il y a une coulée de sang qui est dans le linceul et qui est tout à fait, au lieu d'avoir des bords très très nets comme le décalque ici, elle diffuse dans les tissus comme de l'encre, donc c'est beaucoup moins net, et ça on le retrouve au niveau du pied, on le retrouve au niveau du dos. Quand vous verrez qu'on parle du sang post-mortem, j'ai longtemps cherché pourquoi les gens parlaient, mais c'est ça en fait, c'est simplement c'est du sang qui a coulé sur la croix, qui a cailloté et qui a été décalqué ensuite, et puis ça, après la mort, c'est du sang qui s'est écoulé par les plaies, par la plaie du clou, et qui a coulé après la mort. L'étude des taches de sang ça a été l'un des grands mérites des travaux de Pierre Barbet, donc en 1900 sur les photos de 31, c'est un chirurgien parisien, qui a fait une description de la Passion étonnante et qui se termine par une méditation où on a vraiment l'impression, je dirais, Pierre Barbet est le premier témoin visuel de la Passion à part les apôtres. Il raconte la Passion comme s'il y était, c'est très, très frappant et très impressionnant. Et Pierre Barbet, d'ailleurs, à la fin de sa vie, je peux en témoigner, ne finissait pas un chemin de croix, ne pouvait pas finir un chemin de croix tant qu'il avait travaillé sur les souffrances de la Passion. Je passe sur Gethsémani parce que le linceul n'en parle pas. Sur la sueur de sang, le linceul ne nous apprend rien dessus. Par contre, sur le reste de la Passion, il est très bavard. Les évangélistes ne sont pas bavards, ils disent alors Pilate le fit crucifier, ou alors il le fit flageller et l'enlivra pour être crucifié, point. Pas besoin d'expliquer quand on est évangéliste, les gens voyaient les crucifixions, ils savaient l'horreur de ce supplice, il n'y a pas besoin de leur expliquer. Et puis, voilà. Mais par contre, le linceul, lui, est bavard. Et donc, les coups, on parle de la gifle, pourquoi m'a-t-il giflé, pourquoi c'est, comme diraient mes amis marseillais, autre que gifle. C'était des coups violents. On lit sur le visage ici une tuméfaction des deux arcades sourcilières, un œil gauche qui est très gonflé alors que la déshydratation devrait quasiment le faire disparaître, une plaie ici sur l'arcade sourcilière, le nez est cassé, le cartilage nasal est cassé, l'os nasal n'est pas cassé, aucun de ces zones sera brisé. Le cartilage nasal ici avec une déviation de la cloison, il manque une partie de la barbe ici sur la lèvre,
Et également ici, c'est pas la barbe bifide du Christ, c'est pas une coquetterie de coiffeur, d'ailleurs elle n'est pas au milieu, c'est le châtiment des blasphémateurs. Il a blasphémé, on arrache les poils de la barbe. Et voilà une image espagnole. Les Espagnols aiment bien représenter les choses un peu crûment, mais c'est probablement beaucoup plus vrai que l'image édulcorée qu'on a d'habitude. Il a été roué de coups. C'était des coups de bâton et c'était des coups très violents. Auquel il faut rajouter toutes ces marques qui sont découvertes récemment sur les dernières photos de très très haute définition. Il y a presque 200 marques de ce type qui ne sont pas la flagellation dont on parlera après, qui sont des petites gâteries tout le long de la passion, des coups de fouet, avance, assieds-toi, enfin bref, des coups, pas loin de 200 marques de ce type avec ce genre d'instrument. La flagellation, on la lit d'une manière extrêmement précise. Toutes ces petites marques correspondent aux haltères du flagrum romain, qui était un fouet à 2 ou 3 lanières avec des petites haltères de plomb au bout ou des petits haltères ou des osselets qui pouvaient faire la même marque, mais a priori c'est probablement plutôt des haltères. On voit de ces marques sur l'ensemble du corps et même ça repasse en avant du corps, ça repasse en avant sur la poitrine et ça repasse en avant sur les jambes. On voit les coups qui apparaissent, sauf sur les avant-bras. Ce qui veut dire qu'il était probablement attaché les avant-bras en l'air. Les marques sont tellement précises qu'on peut les dénombrer, qu'on peut dire que le bourreau de droite était plus grand et plus méchant que celui de gauche, il a tapé plus fort, en sachant que les marques qu'on voit, c'est celles qui ont marqué la peau, même s'ils n'ont pas fait éclater comme on voit dans Mel Gibson, ils ont au moins obtenu une petite escroyation cutanée, et il y en a probablement d'autres qu'on ne voit pas. Et on peut affirmer qu'il y a eu plus de 60 coups de flagrum, ce qui est, avec l'outil romain, une flagellation faite par les Romains, car les Juifs étaient limités à 40. Et comme ce sont des gens précautionneux, ils s'arrêtaient toujours à 39. 60 coups, ce sont bien des Romains qui ont fait la flagellation. Tenez-vous l'Évangile, Pilate le fait flageller. Pourquoi? Parce qu'il le croit innocent. Il est innocent, je ne veux pas le faire crucifier, on va lui faire un petit châtiment. Mais 60 coups de flagellation comme ça, il était moribond. On voit après qu'il était moribond. La flagellation conduisait assez régulièrement à la mort et dans le cas du Christ, probablement, il avait déjà son compte après la flagellation. Mais c'était pour ne pas le crucifier, semble-t-il. Le linceul nous montre la couronne d'épines, or on ne connaît dans l'histoire absolument aucun récit d'un supplice. Des flagellés, il y en a eu, des crucifiés, il y en a eu beaucoup, des couronnes d'épines, personne ne le raconte jamais. Alors, Saint-Vincent de Mérins parle de 70 marques d'épines, c'est impossible de dire le nombre de plaies, mais on voit bien sur la partie postérieure, ici, toutes ces coulées de sang dans les cheveux qui s'arrêtent sur une ligne comme ça, concave. Et on devine moins bien ici cette ligne-là, mais elle existe sur la partie antérieure également, avec ces plaies. Et vous connaissez la couronne d'épines de Notre-Dame, qui était sauvée de l'incendie, qui ne paraît pas bien méchante comme ça, qui est une couronne de jonc. Est-ce qu'elle est authentique? Moi, j'ai tendance à penser que oui. La tradition veut que l'épine, ça soit ce jubilé avec ses grandes épines. Je ne sais pas si on peut l'affirmer. Je sais que moi, si j'étais bourreau romain et que je voulais m'amuser un petit peu avec un justicier, je ne prendrais pas le risque de me faire mal avec des épines comme ça. Je prendrais un buisson d'épines le plus simple possible, collé sur la tête. Ensuite, on enfonce la couronne de jonc et avec le roseau, on enfonce de manière à ce que les épines pénètrent. Donc, bonnet d'épines plus que couronne d'épines, et il est tout à fait possible, tout à fait probable que notre couronne d'épines, celle qu'a achetée Saint-Louis, soit authentique, sauf qu'il a distribué des épines dans le monde entier pour des raisons diplomatiques. Le portement de croix, non pas la croix complète, mais ce qu'on appelle le patibulum. Le stipes est planté sur le champ de crucifixion, à demeure. C'est plus simple, surtout quand il y a beaucoup de condamnés, il y en avait beaucoup. Et le condamné vient avec le patibulum, on l'affiche dessus, et il n'y a plus qu'à l'enfiler sur la croix, et il marche avec ça, et c'est déjà suffisamment lourd pour dans l'état où il est. Voilà une image qui est d'Isabelle Bossan, qui me paraît assez véridique. Je pense aujourd'hui que le patibulum est beaucoup moins long, que les bras étaient beaucoup plus verticaux que l'on dessine d'habitude, mais bon, il y a malgré tout cette poutre à porter. Ce portement de croix,
on ne l'invente pas, le linceul nous le montre. On voit ici une excoriation sur l'épaule droite et qui écrase, alors évidemment il faut le regarder de plus près, mais qui écrase les marques de fouet. Toute cette zone-là, les marques de fouet ont été écrasées, étalées par le poids de la croix, par le poids du patibulum. Et puis cette zone-là qui correspond aux chutes parce qu'il est tombé, ça aussi le linceul le montre. Il y a des plaies sur des genoux et on trouve sous les pieds, sur les genoux et sur le nez de l'aragonite, qui est un cristal de roche de Jérusalem avec lequel on faisait les briques, les murs, qui est caractéristique, enfin qui est une caractéristique cristalline particulière de cette région. C'est le travertin qu'on va donc trouver sur les genoux, sur les pieds et sur le nez. La tradition nous a fait mettre, c'est pas dans les évangiles, la tradition nous a fait mettre les chutes dans les chemins de croix, mais le linceul nous parle de ces chutes. Et puis on arrive au Golgotha, au crucifixion, au clou des mains. Alors le clou des mains, il n'est pas dans les mains, ça a beaucoup travaillé Barbet, qui a fait une démonstration tout à fait géniale, tout à fait, définitive de l'emplacement du clou, qui se trouve dans le poignet. Alors ça a beaucoup choqué les gens, parce que toute l'iconographie montre les clous dans les paumes des mains, et parce que tous les textes parlent des mains. La réponse est relativement simple, de manière un peu schématique, c'est que les premiers crucifix apparaissent dans les années 500, et les derniers crucifiés sont des années 320. 380 avec Théodose pour les crucifixions publiques et privées, c'est pas la même date. Et donc les premiers artistes qui ont représenté n'avaient jamais vu de crucifixion. Donc ils se sont fiés aux textes, et les textes, c'est tout simplement une question de terminologie. Je suis chirurgien, anatomiste, comme était Barbet, vous m'accorderez que le membre supérieur comporte trois segments articulés, le bras, l'avant-bras et la main, et que la main comporte 27 os, et le poignet, le carpe, etc. Et cette tradition anatomique est de tout temps, la main, ça désigne le poignet. Et donc le clou est dans le poignet, pourquoi? Parce que s'il avait été mis dans la main, le poids du crucifix aurait suffi à déchirer les éléments qui ne résistent pas ici, et ça n'aurait pas tenu, alors que là, c'est un ligament extrêmement solide, le ligament annulaire antérieur du carpe, et juste derrière, il y a un passage entre les os qui a été bien mis en évidence par Barbet. Le clou traverse le poignet sans briser les os, aucun des os ne sera brisé, et ça donne une prise qui, elle, est définitivement solide, avec malgré tout, entre autres inconvénients majeurs, le fait que dans le poignet passe un gros nerf, ça s'appelle le nerf médian, qu'au passage le clou détruit partiellement ce nerf, et qu'au moment, Barbet a fait cette expérience sur des mains vivantes d'amputation récente, il a pu, comme il était anatomiste, il enseignait l'anatomie à Paris, il a pu faire directement au laboratoire des expériences, et sur une main qui a encore ses réflexes, le fait d'enfoncer le clou fait disparaître le pouce, et c'est pour ça que le linceul n'a pas de pouce, contrairement à une bonne logique. Et voilà donc une représentation, c'est le même crucifix espagnol que tout à l'heure, qui est probablement très véridique. Il faut imaginer que c'est à peu près la douleur la plus insupportable qui existe, que cette douleur nerveuse, et qu'à chaque mouvement, à chaque petit mouvement, c'est difficile d'imaginer ce que ça représentait comme douleur. Le pied, je passe rapidement, un petit peu la même chose, un clou dans le tarse, solide, et qui doit être solide parce que il va falloir absolument que le crucifié puisse s'appuyer sur les pieds pour survivre un petit peu plus longtemps que quelques dizaines de minutes. Je vais passer vite aussi là-dessus parce que c'est les causes de la mort dans la crucifixion, c'est pas les clous, c'est le fait d'être suspendu par les mains. Il y a là-dessus des témoignages historiques, il y a des expériences cliniques qui ont été faites, des images archéologiques, bon, je ne les détaille pas. La suspension par les mains produit des crampes, ces crampes entraînent une diminution de la respiration, entraînent une augmentation de l'activité musculaire, et en même temps on a une diminution de la circulation. Tout ça fait que d'un certain côté, le sang circule moins bien, il est moins bien oxygéné, et l'oxygène est demandé par les muscles. On arrive donc à une asphyxie progressive. Au bout d'une dizaine de minutes, 10-15 minutes, quand cette asphyxie s'installe, la seule façon de survivre est de soulager la tension sur les bras en poussant sur les pieds pour pouvoir
reprendre un peu et repartir. Quand on veut prolonger le supplice, puisque le supplice était fait pour faire peur, pour durer, quand on veut prolonger le supplice, deux grandes méthodes, ou bien on remplace les clous par des cordes, ça fait quand même moins mal, et donc on peut plus facilement s'appuyer dessus, on peut tenir 3, 4, 5 jours en croix, ou bien on met une espèce de siège, une espèce de cheville sur lequel est assis le crucifié, qui soulage l'action des bras. Et quand on veut arrêter le supplice, les nazis qui ont fait ce supplice de suspension par les mains attachées des poids, les gens mouraient très vite. Les Romains, comme pour les larrons, brisaient les jambes, ne pouvaient plus se soulever et ils mouraient très rapidement. Dans tous les cas, le fait de mourir après un épuisement de toutes les réserves énergétiques et des crampes généralisées conduisait au fait que le crucifix mourait dans une rigidité immédiate, il était bloqué, ce qui explique cette position qu'il a dans le sépulcre. Et voilà une représentation que j'ai pris de Brunor, je ne sais pas si vous connaissez la BD qu'il a fait sur le linceul. Alors c'est pas tout à fait celle-là, d'ailleurs il avait fait après qu'on ait discuté ensemble, il m'a autorisé, j'ai un peu retravaillé et, avec son accord. Mais voilà, je pense une représentation assez véridique. Et enfin, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, quand on le répète, quand on y réfléchit, ça fait vraiment lire les évangiles différemment. Rien que ça, par exemple, les gens qui viennent pour l'insulter, le dialogue avec Jean, avec Marie, juste à hauteur, les efforts qui ont dû être faits au moins 7 fois pour les 7 paroles du Christ en croix, tout ça, quand on essaie de rentrer dans ce que nous raconte le linceul, ça prend une dimension qui est quand même très impressionnante sur ce qu'il a accepté de souffrir pour nous. Encore une fois, on ne l'invente pas, c'est déduit de l'étude des coulées des avant-bras. Vous voyez, si on met le bras gauche dans sa position, il y a des coulées qui sont verticales, des coulées branchées. Je passe, ce n'est pas des inventions. La rigidité, vous voyez, le thorax de l'homme du linceul, ce n'est pas un culturiste. C'est comme un asthmatique, quelqu'un qui a le thorax gonflé d'air et qui ne peut pas vider. Alors là, il n'a rien qui empêche l'air de sortir, mais les muscles sont bloqués. Il a le thorax bloqué en inspiration par les crampes généralisées qui se sont produites. Et voilà la position qu'il conserve à la descente de croix, à part bien sûr les bras qui, par force, sont remis devant le pépice. Le dernier point, c'est qu'il faut remercier le fameux Longin, le centurion, du certificat de décès qu'il nous a laissé. L'Évangile, Saint Jean dit, le centurion portant un coup de lance au côté. Le linceul nous dit où il est, précisément. Entre le 5e et le 6e espace intercostal, c'est par là qu'on aborde le cœur. J'étais chirurgien thoracique, je peux vous confirmer que c'est bien par là qu'on passe, avec une lance romaine, voilà le lance romaine de l'époque, dont la dimension correspond très exactement à la plaie que l'on voit sur le linceul ici. Et ce dessin, qui est un dessin d'anatomie de Barbet, c'est une coupe scanner, montre bien que, avec ce trajet, la lance romaine atteint le cœur, l'oreillette droite, très rapidement. L'oreillette droite, c'est la seule cavité du cœur qui, après la mort, conserve une quantité importante de sang. Et nous dit Saint Jean, aussitôt il en sort du sang et de l'eau. Et Saint Jean insiste, il dit, et si je vous dis, c'est parce que je l'ai vu, il insiste dessus. Pourquoi? Parce que c'est surprenant, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison que ça. Et le linceul nous le dit, on a la plaie, on a du sang et on a de l'eau, et ça c'est pas simplement, qui ne sont pas complètement mélangés, et ça c'est pas un coup d'œil, c'est pas une estimation. Les gens du STURP avec les éclairages en ultraviolet ou différentes méthodes disent bien qu'il y a des coulées de sang et des coulées de sérum, c'est pas de l'eau, c'est du sérum, il y a bien un liquide clair qui a coulé à côté du sang en même temps que le sang. Alors, il y a beaucoup de théories sur savoir si c'est du liquide péricardique, du liquide pleural. Je pense, mais je ne l'affirme pas, c'est une hypothèse personnelle, je ne suis pas le seul à la penser, mais que, vous voyez, il faut imaginer, après la mort, l'oreillette droite, avec le sang qui arrive du haut par la veine cave supérieure, qui arrive du bas par la veine cave inférieure. Lorsque le cœur s'arrête, eh bien, le sang, il fait comme dans un laboratoire, il sédimente, les globules rouges descendent et le sérum reste au-dessus, et le coup de lance va faire que, en ouvrant l'oreillette droite, le sang va sortir plus l'eau. Et on a, entre ça et le fait que la plaie ne s'est pas refermée, qu'elle est restée béante, la preuve qu'elle a bien été portée sur un cadavre. Autrement, elle aurait diminué.
Et donc, pour les gens qui disent que le Christ n'était pas mort, qu'il a été volé après, qu'il a fini sa vie en Inde avec Marie-Madeleine ou que sais-je, il est bien mort. Le linceul nous montre bien, c'était bien, l'homme du linceul est bien un cadavre, on en est absolument certain. Il est enterré en hâte, il n'est pas lavé, ce qui est contraire au rite funéraire juif. Il est enterré dans un linceul de très grand prix, dans un tombeau neuf, ça, le linceul ne le dit pas, mais en tout cas, il nous dit que le linge est de grand prix, et on trouve sous le linceul de la myrrhe et de l'aloès, comme nous le disent les évangiles. On trouve encore, alors vous savez, on a parlé tout à l'heure de ce repli ici, ça c'est Castex sur les images tridimensionnelles qui montrent qu'on a des cuisses trop longues, on a même on a 2 fois l'ombre des fessiers et une zone sans flagellation, et qu'il attribue au repli du linceul pour pouvoir mettre des linges d'absorption à cause des liquides qui peuvent sortir d'un cadavre. Et donc voilà une façon de représenter ce que Saint Jean, Nicodème et Joseph ont vu le soir de la Passion, le cadavre dans le linceul, dans cette position figée. Ici, j'ai rajouté le suaire d'Oviedo, qui probablement a existé, qui avait été posé juste après sa mort, a été posé sur sa tête pour ne pas le voir et pour absorber le sang, là aussi coutume qui est connue et qui a été roulée dans le tombeau à côté de la dépouille qu'on a laissée. Au terme de ça, qu'est-ce que dit aujourd'hui la science ? Ce qu'on peut retenir dans les grandes lignes. Le linceul de Turin est un linge du 1er siècle fabriqué au Moyen-Orient. Il a contenu pendant un temps court le cadavre d'un homme supplicié. Le supplice et l'ensevelissement de cet homme sont conformes à ce que nous savons de la passion de Jésus de Nazaréen. Par contre, non, rien encore, et c'est peut-être la seule chose importante, aucun faussaire aujourd'hui n'est capable même d'expliquer, de faire ni d'expliquer. Donc ça ne peut pas être l'œuvre d'un faussaire, et je dirais comme la palisse que si ce n'est pas l'œuvre d'un faussaire, c'est donc qu'il est vrai. Par contre, il reste 2 grands types de questions. On ne sait pas ni reproduire ni expliquer l'image aujourd'hui, et on ne sait pas expliquer le retrait du corps. Il est sorti avant la putréfaction, aucun signe de putréfaction, 36 heures à peu près, et il n'existe aucune trace d'arrachement. Vous savez que bien quand on enlève un pansement, il y a un peu de tissu qui reste sur le caillot et un peu de sang qui reste sur les tissus, et il n'y a absolument nulle part aucune trace d'arrachement. On n'explique pas aujourd'hui la façon dont le corps est sorti. Voilà une façon parmi d'autres de l'exprimer, ça c'était en 93, c'était après le Carbone 14, à l'occasion d'un symposium international. Voilà, le seul statut scientifique du linceul de Turin compatible avec l'état actuel des recherches scientifiques effectuées est celui de l'authentique linceul ayant enveloppé le cadavre de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas un acte de foi, personne n'est obligé d'y croire, mais les conclusions de la science sont très claires. Juste en matière de conclusion, voilà, souvenez-vous donc, le soir de la Passion. Et puis, le matin de Pâques, les saintes femmes viennent au tombeau et vont voir les disciples en criant « On a volé le Seigneur !» Et donc, Saint Jean et Saint Pierre courent au tombeau. Et voilà ce qu'on pense qu'ils voient. Les linges affaissés et le suaire roulé à sa place. Donc Saint Jean, qui a vu d'abord le cadavre dedans, revient et il voit la même chose exactement, sauf que le cadavre n'est plus là. Et Saint Jean ne fait pas comme moi, il ne prend pas 1h30 ou je ne sais pas combien de temps pour expliquer des choses compliquées ou non compliquées, des scientifiques. Saint Jean dit simplement, il vit et il crut. D'un seul coup, tout de suite, Saint Jean intègre ce qu'il a entendu de Jésus avant, ce qui n'est pas du tout évident, puisque les saintes femmes ont crié au voleur, et que probablement on aurait fait la même chose, et que Saint Pierre rentre tout pensif. Saint Pierre met un certain temps avant de vouloir l'admettre. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça rejoint ce qu'on disait au début. Il faut bien distinguer le linceul de Turin, qui est un témoin extraordinairement émouvant de la passion et de la mort de Jésus de Nazareth, et ça, la science permet de le dire. Et puis, le domaine de la foi, qui est le linceul de Turin, nous conduit vers la résurrection. Saint Jean y est allé tout de suite. On n'est pas obligé de le faire, on n'a pas de preuve absolue, on n'a pas d'obligation à le faire, c'est du domaine de la foi. Saint Jean-Paul II le dit de cette manière-là. Il y a tous les papes ont dit beaucoup de choses sur le linceul, voilà, ce linge providentiel pour notre temps.
il nous met, pour moi c'est très clair, qu'il nous met dans la même position que Saint Jean. On a vu, par les études, grâce aux scientifiques, le cadavre dans le linceul, on voit qu'il n'y est plus, et on est libre de le croire ou de ne pas croire. Mais à partir du moment où on croit, on a effectivement cette extraordinaire photo qui nous reste du Christ et ce témoignage sur son incarnation et sur sa passion. Je vous remercie.